les fameux diguels des sous-khalifes ou des talibés ou je ne sais quoi, ces fameux ndigels n'ont rien apporté, en tout cas, au candidat en question. Ça signifie que peut-être qu'à la prochaine élection, personne n'y croira. Il y en a quelques-uns qui y croyaient, et notamment le président, lui, il s'est évertué à débaucher des chefs religieux de seconde ligne, comme on dit, hein, ce qui ne lui a pas apporté grand-chose sur le plan électoral. En revanche, les consignes de vote ont marché, c'est ça là, vous avez raison d'insister là-dessus, les consignes de vote ont marché, extraordinairement marché, la preuve, Macky Sall a été élu, alors que les responsables des partis qui étaient battus au premier tour, notamment l'AFP, le Parti Socialiste, eh bien les consignes de vote de ces deux grands partis politiques ont été suivies par leurs électeurs. Il suffit de voir un peu le vote massif dont a bénéficié Macky Sall à Dakar, à Kaolack, à Thiès. C'est important, c'est des grands bassins électoraux. Et la victoire est due précisément au respect, justement, de ces fameuses consignes de vote. Ce qui est contraire à 2000, où les consignes de vote vous vous en souvenez sans doute, de Djiboka, n'ont pas été suivies. Abdou Diouf n'a pas gagné une voix, alors que, justement, Djiboka, qui avait plus de 8%, je crois, à ce moment-là, avait demandé qu'on reporte ses voix sur le candidat, le président sortant. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et ça n'a pas été le cas, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est que les électeurs sénégalais voulaient sanctionner le régime en 2000, et ceux d'aujourd'hui veulent sanctionner un homme et sa famille. C'est clair. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé pendant cette élection. Des mallettes d'argent, achat de conscience, même devant les bureaux de vote, où certains récupéraient les bulletins de Macky Sall contre 10 000 francs, 5 000 francs CFA. Mais Alassane Samba Diop, s'il y en a eu, ça n'a pas marché. Sinon, il y aurait eu un résultat inverse à celui qu'on a eu. Et puis j'ai envie de dire, tant mieux pour ceux qui ont pris l'argent et qui en ont fait ce qu'ils veulent, un usage personnel, et bien tant pis pour ceux qui ont cru que ça allait se faire. Et peut-être, et c'est là peut-être aussi qu'il y a un fait nouveau dans la vie politique sénégalaise, c'est que la conscience politique est de plus en plus ancrée. Je crois que la conscience citoyenne, elle a été largement nourrie justement par la société civile. Il ne faut pas prendre la société civile comme étant quelque chose de dissociable des partis politiques. Vous savez, on est dans la société civile, mais on peut être encarté dans un parti politique. Et ceux qui sont encartés, qui viennent de la société civile, viennent revendiquer cet accès à la citoyenneté. Et cette citoyenneté, aujourd'hui reconnue, et que l'on retrouve dans les partis politiques, qui explique qu'au fond, les Sénégalais savent pourquoi ils votent et pourquoi ils votent pour tel candidat, et pourquoi, surtout, ils votent pour ce candidat, parce qu'il présente le meilleur profil à leurs yeux, et surtout parce que, tout simplement, il offre sans aucun doute la meilleure perspective politique, économique et sociale. Et c'est important, je crois que... Moi, je regrette qu'une chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure en commençant l'émission, c'est qu'au fond, la candidature inconstitutionnelle de Wade n'aurait jamais dû se présenter. Cette candidature a parasité le débat politique. J'imagine que si on avait eu une élection sans Abdoulaye Wade, c'est-à-dire sans Abdoulaye Wade avec notamment inévitablement des confrontations de projets économiques, de projets politiques, de projets sociaux, y compris pour ceux qui allaient puiser cela dans les conclusions des assises nationales, eh bien les choses se seraient passées autrement. Et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le départ, et cela a entraîné une dépolitisation en quelque sorte du débat électoral et notamment des diverses confrontations qu'il y a eu. On a vu aussi la présence des mouvements sociaux dans cette élection très fortement. Est-ce qu'aujourd'hui Macky Sall n'est pas un président sous surveillance? C'est pas lui qui est en surveillance, qui est sous surveillance comme vous dites. Mais c'est que c'est tous les dirigeants dans le monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a l'accès à l'information, elle est générale. Elle est générale.
C'est-à-dire qu'en passant par Internet, par les réseaux sociaux, par les échanges qu'on peut avoir à travers le monde, on sait ce qui se passe et on est en mesure justement de peser sur le débat politique interne. Moi je regarde, par exemple, étant à Paris, j'ai manifesté ou j'ai participé à de nombreuses manifestations de la diaspora sénégalaise. Vous ne pouvez pas imaginer, le rôle a été considérable de la diaspora sénégalaise à Paris, en France et comme ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle. Et ce rôle a été d'autant plus important qu'il était connu justement de ceux qui étaient au pays, par le biais notamment des moyens de communication modernes que l'on connaît, par le biais notamment de l'informatique, etc., etc. Je crois que ça aussi, c'est une forme de démocratie directe. Au fond, regardez un peu, tout le monde réagit à n'importe quel événement qui se produit, à n'importe quel discours, à n'importe quelle attitude, et Macky Sall, comme tous les chefs politiques sénégalais, sont sous surveillance. Et ça pèse plus lourd, bien évidemment, sur les épaules de l'actuel président. Vous avez raison de le dire. Je crois qu'il a intérêt à aller vite. Franchement, aller vite et à donner très vite aussi des signes de changement. Moi, je reviens sur dire, par exemple, la Constitution elle-même. Attendez, je ne sais pas, on peut réviser la Constitution sans nécessairement aller au référendum. Il y a des points sur lesquels on peut apporter des retouches très vite. La durée du mandat présidentiel. Aujourd'hui, donc, Albert Bourgi, Macky Sall va prendre le pouvoir, se présenter devant les Sénégalais. Il y a une question fondamentale qui préoccupe les Sénégalais aussi, c'est la question de la Casamance, qui plaît dans le fonctionnement du pays. Que doit faire Macky Sall pour régler cette question? Je crois qu'il faut, je crois, prendre à bras le corps ce problème. La question casamançaise, c'est malheureux à dire, est devenue presque une sorte de job pour certains. Il y a des médiateurs, pas simplement depuis 12 ans, hein. Avant même, sous Abdou Diouf, il y en a qui s'offraient ou qui offraient leurs services, leur médiation. Malheureusement, c'était devenu un fonds de commerce pour beaucoup d'entre eux. Et je crains fort que cette multiplication d'intervenants venus parfois de nulle part n'a fait que crisper la situation en Casamance, qu'accroître véritablement les cristallisations à l'intérieur même de cette région casamançaise. Et il faut absolument trouver une solution politique, bien évidemment, dans le cadre d'un Sénégal unitaire. Pourquoi ne pas imaginer, je ne sais pas moi, un statut, ça arrive, vous savez, un statut particulier sur le plan administratif, un découpage particulier, j'en sais rien, sans que ça remette en cause l'unité nationale. Je crois que c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord, et les Casamançais eux-mêmes. C'est vrai, on nous dit ils sont peu, les rebelles, etc. Mais les rebelles eux-mêmes ont malheureusement bénéficié de fonds de commerce trop faciles. De fonds de commerce trop faciles qui étaient comment dirais-je, versés, ces fonds de commerce, par quelques personnalités qui étaient en quête de reconnaissance. Alors tout le monde disait je suis médiateur. C'était pour se montrer, pour donner une certaine visibilité politique, pour éventuellement prendre un peu d'argent auprès du pouvoir exécutif sénégalais, quel qu'il soit. C'était le cas à l'époque de Diouf, c'était le cas surtout sous Abdoulaye Wade. Et puis surtout, il faut arrêter les surenchères, les discours, les espèces de rodomontades, je disais tout à l'heure, malheureusement familières au président sortant, et qui n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu en Casamance. Il y a une rébellion, il ne s'agit pas d'aller diviser, il faut voir quelles sont les conditions qui permettent de négocier ou de discuter, je ne sais pas le terme de négocier, de discuter, et de voir un peu avec ces forces, pas simplement celles du MFDC ou d'autres organisations, mais les forces politiques, économiques et sociales casamançaises. Il faut des sortes d'états généraux de la Casamance, vous savez, états généraux de la Casamance, et peut-être on pourrait sortir de ces états généraux des propositions qui permettent de concilier l'appartenance, bien évidemment, à un Sénégal unitaire et la spécificité de cette région du Sénégal. La Casamance est dans la tourmente, dans la sous-région aussi à côté de nous, le Mali, où un pays qui était considéré comme étant sur la rampe de la démocratie vient de subir un coup d'État. Beaucoup pensaient que les pays africains étaient guéris des coups d'État. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe au Mali? Écoutez, ce qu'on peut dire de ce qui se passe au Mali, bien évidemment, on ne peut que condamner ce coup d'État. Mais c'est vrai que ce coup d'État
traduisait le ressentiment de l'armée malienne qui s'est sentie humiliée. C'est vrai, il y a eu des exactions dans le nord du pays, la lutte contre la rébellion, etc. Certains se sont crus en quelque sorte abandonnés par le pouvoir exécutif. Peut-être aussi que ATT, qui était en fin de mandat, ne voulait pas prendre trop de risques politiques dans cette affaire malienne, dans cette affaire notamment de lutte contre la rébellion Touareg, et en particulier au-delà de la rébellion Touareg, l'espèce de complicité qui existe avec AQMI. Mais je crois que pour autant, ça ne peut pas justifier ce qui s'est passé. Ça ne peut pas justifier, et il ne faut jamais dire que les coups d'État c'est terminé. On est toujours à l'abri de soubresauts, que ce soit au Mali ou ailleurs. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire concernant le Mali, dont d'ailleurs la présidence d'ATT a été relativement paisible, c'est qu'il a connu une vie politique. Le Mali a connu une vie politique trop molle. Cette fameuse démocratie consensuelle n'était pas nécessairement la panacée pour diriger le pays. Il aurait fallu laisser libre cours au pluralisme politique, laisser libre cours au pluralisme et lui permettre notamment de s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'étouffoir quand même des forces politiques et sociales au Mali, et cela a peut-être contribué à créer ces pulsions, certaines pulsions politiques qui ont conduit, hélas, à ces pulsions militaires. Mais je pense que ça peut se terminer très vite, et il faut en tout cas éviter, ça je le dis, une intervention militaire pour installer. ATT était au terme de son mandat, il faut trouver une solution pour assurer une courte transition, et donner en tout cas aux Maliens de décider de celui qui dirigera le pays, leur pays, et de décider notamment librement, par leur bulletin de vote, de qui sera bien sûr le plus habilité finalement à régler également le problème du Nord. Là aussi, c'est le problème de l'unité nationale qui se pose, mais vous le savez comme moi, le Mali a des frontières extrêmement lointaine de la capitale. Le nord du pays est à milliers de kilomètres de Bamako. Le nord est loin, extrêmement loin. Le pays est un pays très vaste. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a des considérations géopolitiques. Le Mali n'a pas la même façon d'aborder cette lutte contre les rébellions Touareg, notamment AQMI, que la Mauritanie, que l'Algérie. Sans doute que là aussi, il y a j'ai envie de dire qu'une géopolitique qui dépasse même le continent africain. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs extra-continentaux qui pourraient estimer que ATT ne faisait pas nécessairement l'affaire, laissant en tout cas aux politologues qui auront à intervenir là-dessus à nous apporter en tout cas des éclairages. Albert Bourgi, merci infiniment d'avoir été avec nous sur la TFM. Albert Bourgi est professeur des universités, analyste politique. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique de la TFM. Bonsoir à tous.